Salut, alors aujourd'hui on va tenter de réparer un oscilloscope qui m'a été envoyé avec une panne, on va dire indéterminée. Donc là, on va regarder ce qui se passe. J'ai juste branché, donc je vais l'allumer, puis on va voir ce qui se passe à ce niveau-là. Donc, bon, il y a des choses qui s'allument tout de même. A priori, il y a quand même des choses qui se passent. On entend des relais cliquer. Oui, il y a l'air d'y avoir quand même des choses qui se passent, mais manifestement, on voit absolument rien à l'écran, même si je pousse l'intensité à fond. Il ne se passe rien. A priori, alors, là on doit être théoriquement. Là j'ai mis un court-circuit en entrée. On peut se mettre en masse, d'ailleurs c'est ce qui se passe là. Manifestement, ben, il n'y a absolument rien à l'écran. Voilà, c'est la panne. Absolument rien à l'écran. Alors déjà, d'emblée, ici, la première chose qu'on peut se dire, c'est que bon, bah, tout ce qui est alimentation standard, on voit le niveau de trigger qui bouge, on voit des choses se faire. Donc manifestement, tout ce qui est électronique d'entrée, etc., fonctionne plus ou moins. Hein, manifestement, il y a des trucs qui bougent. On va faire scan. Donc, a priori, moi je pencherais pour un problème de tension ou quelque chose comme ça au niveau du tube. Parce que si tout fonctionne ici, surtout on entend des relais cliquer. Donc il n'y a a priori pas de souci au niveau de l'électronique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a du jus là-dedans et il y a quelque chose qui fonctionne. Donc a priori ce serait plus probablement un problème d'alimentation, haute tension ou filament, quelque chose comme ça au niveau du tube. Alors je vais l'ouvrir, on va regarder un peu de plus près comment c'est fait à l'intérieur et on va aller essayer de trouver quelques points qui seraient anormaux. Et on va en profiter pour utiliser ce style d'outil qui est une sonde haute tension. Parce que dès lors qu'on manipule des tubes cathodiques, ben, on ne peut pas se passer de ce genre de truc. Hors de question de prendre un multimètre et le brancher directement, hein, surtout quand on a quelques kilovolts. Donc voilà le style d'outil qu'on utilise. Ça nous permettra de voir comment on mesure ça, quelles sont les précautions qu'il faut prendre, parce que c'est dangereux. Et il y a vraiment des réflexes et des choses qu'il faut faire et surtout des choses à ne pas faire. Donc j'ouvre ça, puis on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors une fois le capot enlevé, voilà l'intérieur. Alors c'est extrêmement rationnel, hein. C'est un peu comme les Tektronix, hein. Là on a des cartes bien rangées, c'est aéré, c'est bien blindé partout au niveau des tubes. Vraiment c'est quelque chose d'extrêmement bien conçu. Alors ça c'est le boîtier. Alors ça s'ouvre comme une chaussette, hein. Ça, on tire le boîtier vers le fond. C'est extrêmement pratique. Deux vis et tout s'enlève. C'est extrêmement bien fait. Très pratique pour réparer. Pour tout le moins accéder aux choses. Donc ici on voit les interrupteurs déportés, tous ces commutateurs rotatifs totalement propriétaires. Et donc si ça pète, on est un peu emmerdé pour trouver des pièces de rechange. Ça c'est un gros classique de ce genre de truc. On a pareil, même genre de carte en dessous. Alors ça c'est une carte assez marrant parce que c'est quelque chose qui a d'être rajouté après coup. En fait c'est un système qui envoie des signaux de calibration pour pouvoir calibrer l'oscilloscope, hein. C'est toujours très pratique mais ça fait vraiment pièce rapportée. Parce que c'est vraiment fait d'une manière un peu différente. Néanmoins bon c'est utilisé avec, hein, donc c'est très pratique ça pour pouvoir vérifier les oscillos. Alors ici on a a priori, je pencherais peut-être pour les amplificateurs verticaux et horizontaux, surtout à cause des. Je pencherais ici. Après, il faudrait regarder le manuel qu'on va regarder de plus près. Mais là, ici, les trucs ronds là ne sont pas, c'est pas des ajustables, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ces trucs ronds là, c'est en fait des transistors avec un petit refroidisseur dessus. Et ça, c'est typique des étages d'amplification pour les plaques horizontales et verticales. Donc, ça doit être ça. Bon, après, l'intérieur, en fait, c'est très rationnel, hein. C'est très aéré hein, comme système. C'est simple, efficace, de bon goût. Et on a bien sûr. Alors, je fais attention à la face avant parce qu'il y a les boutons, il ne faut pas appuyer dessus.
Là, on a l'alimentation qui est complètement à part, complètement blindée, hein, complètement fermée. Et là où il faut pas trop mettre les pattes, c'est tout ce qui est derrière le tube cathodique. Alors ici, on a un capot en plastique, c'est marqué danger 2000 volts dessus. Donc c'est pas vraiment là où il faut foutre les doigts, et c'est malheureusement là où on va aller voir un peu ce qui se passe. Donc c'est un endroit où il faut vraiment prendre des précautions. Donc j'ai enlevé le capot de ce truc là. Manifestement il a déjà été ouvert, il manque des vis. Je vois 2 vis qui restent, mais il en manque là. Donc alors je vais enlever ça pour voir, et je vais récupérer aussi enfin disons imprimer ce qui m'intéresse au niveau manuel de service, parce que j'ai le manuel de service sur internet, on peut le trouver. Alors je vais le bouger, voilà, j'ai le manuel de service ici qui est complet. Donc ici il y a tout ce qu'il faut pour trouver, localiser disons les zones de l'appareil. Alors moi ce qui m'intéresse plus particulièrement, je vais mettre la caméra plus devant. Bon là je vais pas faire une capture d'écran en soi, c'est juste pour montrer un peu ce qu'on peut faire. Ici c'est très modulaire, donc c'est facile de repérer ce qui nous intéresse. Alors je vois deux choses qui m'intéressent, c'est la petite plaque ici qui correspond à celle qui est derrière le tube cathodique, avec son schéma ici, à gauche. Et après, parce qu'on voit sur ce truc qu'il y a un connecteur ici qui va vers Power Supply Board. Et ici un autre qui va sur les plaques de déviation XY. Donc ce qui m'intéresse éventuellement, vu qu'il n'y a absolument rien dans le tube, je verrai plutôt tout ce qui est haute tension et choses comme ça. Et c'est ce connecteur là qui va sur la plaque Power Supply qui est la plaque d'après. Donc ça c'est tout ce qui est alimentation, ça c'est le schéma de l'alimentation, et ça c'est le circuit qu'il y a dans le boîtier que je vais démonter là. Donc je pense on va commencer déjà par ça. Donc imprimer ces 5 pages, les deux ici correspondant au tube cathodique, et les 2-3 pages qui correspondent à l'alimentation. Donc ça vous permettra de voir, de trouver des points de mesure et d'avoir des valeurs de tension qui sont indiquées ici ou là, et d'essayer d'extraire le lieu des points de mesure, probablement sur le culot du tube, et voir les valeurs qu'on a, les valeurs qu'on doit obtenir, et éventuellement localiser un point litigieux. Donc voilà, donc je vais préparer ça, je vais ouvrir tout ça, et puis on va passer à mesurer des hautes tensions avec... Alors bon, j'ai tenté de placer le truc pour pouvoir le filmer, ce qui va pas être évident, mais bon, on va faire ce qu'on peut. D'abord, ici on va travailler avec des hautes tensions. Donc les précautions absolues à prendre, c'est 1, quand on a des réglages à faire, des tournevis entièrement plastiques. Rien en ferraille nulle part, ça c'est la règle absolue. Ici, on va avoir à enlever un capot en plastique là. Donc bien entendu, rien n'est branché, que dalle, il ne doit rien avoir de branché. Éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est... Bon là j'ai branché le truc. Alors, ces trucs là, il n'y a qu'un seul contact. En fait, le truc, il n'y a qu'un seul contact, il n'y a pas de fil. L'autre fil, il est à part. C'est ce qui va à la masse. Lui, il va s'accrocher bien tranquillement, admettons, on va dire au châssis. Et après, on va ne travailler que d'une seule main, aller pointer ici ou là. Et c'est tout. Pourquoi travailler d'une main? Je le répète, c'est pour éviter que si on chope une tension quelque part, c'est pour éviter qu'elle traverse le corps et qu'elle aille de l'autre côté à l'autre main. Il vaut mieux toucher une haute tension avec 2 doigts, auquel cas le courant va passer d'un doigt à l'autre. Ce qui est, bon, ça va piquer, mais ça va pas faire trop mal. Par contre, si on a les deux doigts qui vont toucher un la masse et l'autre une haute tension, en fait le courant va circuler dans tout le corps et ressortir par l'autre bras, ce qui est beaucoup plus dangereux. Donc ça, je le répète, la sécurité, c'est vaut mieux un oscillo en panne qu'un opérateur en panne derrière. Donc ici, on va déjà enlever cette chose-là. Bien entendu, ici c'est difficile de mesurer parce qu'il y a quelque chose. Bon, quand on veut enlever des capots ou des trucs comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on le fait d'une main, on regarde comment c'est fait. Donc ici, c'est juste un picot qui a été... qui est juste en dessous, donc il faut appuyer dessus, essayer en étant un peu habile d'essayer de le soulever d'un côté et ensuite de l'autre. On va essayer avec quelque chose d'un peu plus rigide.
Ce qui n'est pas évident parce que... Voilà. Donc ici, on a le capot qui est enlevé. Donc à la limite, on l'enlève. Voilà. On essaye de l'enlever, mais en étant toujours le plus loin possible de la zone. On ne sait jamais parce que il y a des condensateurs, ils sont peut-être de faible valeur, mais il est possible qu'il y ait encore des choses qui soient chargées là-dedans. Donc il faut vraiment se méfier des résidus qui pourraient rester. Hein, donc il faut vraiment faire attention. Donc ici on a... alors, je vais essayer de zoomer là-dessus. Voilà. Donc là, ici, tout ce qui est en arc de cercle, là, c'est le culot du tube. Et c'est là qu'on va mesurer les tensions. Parce que c'est vachement difficile de mesurer dans ces zones-là où il y a des composants électroniques. Et encore plus difficile, on va dire, de mesurer sur les connecteurs. Parce que ça, c'est assez gros. Hein, et hors de question de toucher un truc et puis de trembloter et boum, toucher le truc d'à côté. Malheureusement, c'était du 12 volts d'un autre truc et ça va tout faire péter. Donc, il faut toujours mesurer là où c'est le plus loin de tout. Alors ici, tout ce qui est vert clair, il n'y a pas de cuivre. Donc ici, les broches sont assez espacées, donc on peut être un peu plus confiant sur la manière de mesurer ici. Donc, pour faire ça, donc, évidemment, il faut brancher le truc. Donc on va placer ça. Ensuite, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'on doit s'attendre à trouver à ce niveau-là. Donc, la chose à faire, c'est de... Alors moi, je travaille toujours sur papier, parce que je n'aime pas travailler sur des écrans. Je dois être de la vieille école, mais moi, je ne sais pas travailler correctement sur un écran avec des bouts de papier. Avec des docs, surtout des trucs comme ça. Donc, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est d'aller chercher les hautes tensions. Alors essentiellement, voilà le tube cathodique, donc tout va se situer à ce niveau-là, parce que les hautes tensions se situent toujours au niveau, toujours au même endroit dans le tube cathodique. Donc, comment ça se passe? Ici, alors ça dépend des oscilloscopes. Certains donc ont cette partie-là qui est, disons, la cathode, est en gros proche de la masse. C'est à quelques volts, quelques dizaines de volts, et les plaques accélératrices en haut sont à quelques kilovolts. Parce que de toute façon, le but c'est d'accélérer les électrons d'ici vers là-bas en ayant un potentiel positif vers la fin, et donc les électrons sont attirés. Donc on a la possibilité d'avoir cette zone-là qui est proche de 0 volts, à quelques dizaines de volts près, et la partie d'en haut, ici, qui est à quelques kilovolts. Mais il existe aussi, alors l'accélération ici va se faire au niveau de ces grilles-là, de ces grilles ici qui sont... Voilà. Ici, on a donc différentes grilles, hein, comme tous les tubes cathodiques. Il y en a un qui sert à éteindre ou allumer le faisceau. Il y en a un autre qui sert à gérer sa géométrie. Il y en a un qui sert à changer la focalisation. Enfin bon, il y a plusieurs choses. Ici, on a bien sûr les plaques de déviation qui, elles, vont attirer plus ou moins les électrons. Voilà. Alors ici, on est dans le cas inverse où en fait les plaques et tout ça sont à quelques dizaines de volts. Hein. Ici, on a une géométrie à 95 volts. On a des plaques qui sont référencées à la masse, on va dire, en gros. Et on a toute la partie du bas qui est à une tension négative de plusieurs kilovolts. Et on le voit ici, il y a des valeurs qui sont données, moins 1960 à moins 1930, moins 1810, moins 2000. Il y a tout un lot de valeurs ici. Et c'est ces valeurs-là qu'on va étudier. Donc le filament il est à 6 volts, mais il est tiré vers le bas d'une manière négative. Alors ça c'est toute la partie attaque de ces tensions-là. Alors ici on a évidemment une partie isolation entre toutes ces parties très fortement négatives qui sert à probablement forcer certaines différences de potentiel entre les différentes électrodes. Si on a beau être à moins 2000 volts, il y a quand même des différences de potentiel à respecter entre électrodes pour que le tout fonctionne. Donc je suppose que ça va gérer plus ou moins ces choses-là. Et il y a quand même quelque chose, une forme de contre-réaction à l'extérieur avec un optocoupleur ici, des condensateurs de séparation, etc. Donc il y a tout un système, a priori, de contre-réaction qui se fait sur cette partie-là. Et nous, ce qui nous intéresse d'abord, c'est quelles sont les tensions qui déboulent et est-ce qu'elles sont dans les bonnes fourchettes. Donc, alors c'est un peu chiant à lire parce qu'ici par exemple on voit que la valeur elle est en dessous du fil et là on voit que la valeur elle est au-dessus du fil. Par exemple ici cette valeur là elle est pour quel fil? C'est pas très clair. En fait
il faut recouper à chaque fois. Alors ici, on voit que c'est pour G1 ou est-ce que c'est pour le focus? Alors on voit qu'il y a un autre tableau ici qui donne des tensions pour G1. Alors ça, c'est des valeurs supplémentaires à ça où ils n'ont pas tout mis. Donc on retrouve les valeurs manquantes ici par rapport aux valeurs qui sont là. Donc en haut, HT1, celle qui attaque la cathode, ici se retrouve à vers 1990-1960. HT11, c'est l'autre côté du filament, donc il a à peu près mon potentiel. Ici, c'est une tension, la 3. Alors le 3, ça correspond à probablement toute l'alimentation du truc, donc ici de la cathode elle-même. Il faut bien voir que la cathode, elle est séparée de la grille. Hein. La cathode, c'est elle qui est le potentiel. Bon, tout est à peu près au même niveau, mais disons que ça doit être probablement HT1, disons, le 3, pardon, ici, va par ce système-là et se retrouve à la cathode. C'est le potentiel de cathode. D'ailleurs, le potentiel de cathode, il est indiqué ici, en fonction de, je suppose, de la luminosité ou des choses comme ça. Je suppose que ce sont les barrières, ce sont les intervalles de valeur de la cathode. Après G1, lui, ici, c'est G1. Alors G1, c'est la fameuse grille, c'est la grille qui ferme et allume le faisceau. G3, ici, c'est la focalisation. Donc ça, c'est ce qui change la géométrie. C'est une loupe, c'est une lentille électronique. G1, c'est quelque chose qui va fermer et ouvrir le faisceau. Et en fonction donc par exemple, lorsque le faisceau doit retourner en début d'écran, G1 va être à une tension de telle sorte qu'elle va couper le faisceau en retour, donc on ne voit pas le retour du faisceau. G3, c'est un potentiel fixe qui fait qu'on va avoir une focalisation correcte. G4, alors ici c'est l'astigmatisme, encore une correction géométrique. GO, c'est encore une autre correction géométrique différente, donc il y a plusieurs types de géométrie qui sont compensés ici, avec des valeurs différentes. Donc ici, on a la focalisation. Ici, le BLV, je suppose c'est quelque chose, c'est le blanc vertical. Je suppose que c'est quelque chose qui doit clamper, enfin bloquer des tensions en haut ou en bas. Je ne sais pas, après il faut étudier le schéma, mais bon, ce sont des différents signaux, mais ils sont tous à peu près à des mêmes tensions. Même s'il y a quand même, ici on est 1810, 1690, on est quand même genre 100 volts en dessous de l'autre. Donc c'est ça qui est important de voir. C'est pas parce que c'est 2000 volts que c'est bon. Il y a quand même des différences à voir. Donc on va regarder ces valeurs-là et on va les prendre sur les broches du tube en lui-même. Alors comme c'est un peu mélangé, j'ai fait la synthèse ici sur les broches du tube, les valeurs auxquelles on doit s'attendre. Okay, donc sachant que les broches, elles sont numérotées comme ça. Alors bien sûr la broche 1, elle est là, elle est en plein milieu de l'arc de truc, donc il faut bien regarder les numérotations. Donc on va regarder les unes derrière les autres et on va voir si tout va bien et si on a les valeurs auxquelles on s'attend. Maintenant, pour mesurer ça, ça va pas se faire comme ça, enfin il faut faire gaffe. Donc comment je vais faire? J'ai la caméra qui me gêne un peu, mais bon, ça va parce que c'est quand même relativement espacé. Je vais commencer par ici la broche 1 et broche 14 qui sont les broches de filament qui doivent être entre moins 1990 et moins 1960. Alors comment je vais faire? Ici l'appareil est éteint. Ok? Donc je sais que ici je peux toucher, alors broche 1 c'est la broche horizontale, c'est celle-là. Je peux ici me mettre de manière bien fixe et être en contact et après allumer l'appareil en bas. Alors j'ai fait de telle sorte que je puisse l'allumer comme ça. Et après, on peut voir, malheureusement, j'ai la main devant. Bon, j'essaie de trouver un autre endroit pour le multimètre. Et le principe, il est là. C'est que je bloque l'appareil contre et ensuite, j'allume l'appareil pour le voir. Donc ici, je vais peut-être reculer parce que là, je n'ai pas le voltmètre complètement. Donc voilà. Alors, est-ce que là, on le voit? Bon, j'espère. On va essayer de faire de telle sorte qu'on le voit. Ça devrait être pas trop mal comme ça. Alors, donc là, je suis en voltmètre. Ce truc-là va diviser, je pense, par 100 la tension. Donc, il va jusqu'à 6 kV. Donc là, on est à l'aise. Et donc, ici, on va voir quelque chose qui va être gradué. Alors, ça, je pense que ça divise par 1000. Donc, pour 2 kV, on va avoir 2 volts de tension sur le voltmètre. Donc, ce que je fais, c'est que je me place d'une manière fixe et solide sur le truc que je veux mesurer. Et j'allume l'appareil de l'autre main. Donc là, on peut voir les valeurs. Donc là, je suis à 1955 volts.
Je suis un peu faible, il s'arrête à 1960 au maximum. Enfin, au minimum si on veut, jusqu'à 1990. Bon, je suis un petit peu faiblard, mais je suis pas très loin, je suis à 3 volts près. Bon, allez. Ensuite, ce que je fais, c'est que je ne bouge pas, j'éteins l'appareil. Alors, si je trouve l'interrupteur, je pouvais. Et en dessous. Voilà. J'éteins l'appareil, je regarde la tension chuter. Et là maintenant je l'enlève. Pourquoi je l'enlève après coup? C'est parce que quand on l'enlève, on peut très bien toucher quelque chose en passant. Et le but c'est justement, quand la tension est en route, on doit rester totalement immobile sur le point de mesure. Bon, alors je vais faire pareil avec la 2. La borne 2 qui est... Alors la borne 2 c'est la cathode. Donc la borne 2 c'est celle-là. Donc je me place dessus. Je pousse même légèrement pour être en bon contact stable. Et après j'allume. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit, j'ai 1932 volts et je dois être à moins 1930. Donc je suis bon. Donc j'éteins. Voilà. Et là, j'enlève. Donc jusque là, tout va bien. Ensuite, le 3. La broche 3, c'est la broche 3, c'est la grille 1. C'est la première grille, c'est celle qui éteint et allume le faisceau. Elle doit être entre moins 2000 et moins 1980. Broche 3. Broche 3, elle est juste à côté. Elles sont dans l'ordre. Voilà. Donc je me mets bien contre et j'allume l'appareil. Là, je suis à 1975. Ah, c'est vrai, je suis un petit peu faiblard. Je suis à quelques volts en dessous de 1980. Mais bon, là, ça monte un peu. Là, je suis à 4 volts. Bon, on est dans la partie basse, mais bon. Jusque-là, je vois rien de vraiment dramatique qui faille que ça ne marche pas du tout. Ensuite, le 4. Alors le 4, c'est la focalisation. C'est donc la lentille électronique qui permet d'avoir un faisceau qui soit parfaitement ponctuel. Alors lui, il doit être entre moins 1810 et moins 1690. Alors c'est la broche 4. La broche 4, elle est ici. Voilà, donc je me mets bien contre. J'allume l'appareil. Là, je suis à 1932. Au lieu de 1810, là je suis à 130 volts au-dessus, enfin disons en dessous, je suis en valeur négative. Donc là, la valeur n'est là manifestement pas normale. Là, on n'est pas bon du tout. Et là, ça pourrait déjà expliquer qu'il n'y ait pas de lumière. Alors j'éteins, évidemment. Je vérifie que la tension baisse. Voilà, j'enlève. Ok, donc déjà là, il y a un problème. Donc la focalisation a une valeur trop négative. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si la valeur est trop négative, en fait, le faisceau électronique est repoussé. Et donc, il n'y a pas de lumière. Donc, rien que ça permet déjà d'expliquer le fait qu'il n'y ait absolument rien à l'écran. Hein, c'est beaucoup trop négatif. C'est aussi négatif que, on va dire, c'est même à peu près même plus négatif que la grille 1. Donc là, on a vraiment une obstruction du faisceau. Donc là, ce serait une des raisons pour laquelle on n'a rien. Alors, j'ai continué broche 6. Alors la broche 6, c'est la géométrie, elle est à environ 95 volts. Donc elle, c'est juste pour être complet, broche 6. Alors elle est où? C'est juste celle-là. La broche 6 ici, je l'allume. Et là, je suis à... Ah, évidemment, le voltmètre vient de s'éteindre. Ça c'est une merde. Ils ne sont pas capables de rester allumés quand il y a une mesure qui se fait. Donc, je touche le truc, j'allume, et là je suis à 95 volts. Bon, nickel, c'est exactement ça qui nous intéresse. Voilà. Ensuite, la dernière que j'ai trouvée, c'est la borne 12 qui est entre 70 et 130. Alors la borne 12, elle est de l'autre côté, c'est celle-là. Voilà. Donc ça, j'allume. Et là, je suis à 77, 78 volts, à peu près. 78 volts, et je dois être entre 70 et 130. Bon, je suis dans la version basse, mais bon, ici, tout va bien. Bon, les autres bornes ne sont pas spécialement intéressantes ici, ce sont les plaques de déviation, etc. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'est l'alimentation du tube en lui-même. Donc là, on a trouvé quelque chose qui n'est pas normal. Donc en fait, si on regarde de plus près ce schéma, en fait, la grille G3, ici, qui devrait être entre moins 1810 moins 1690, donc beaucoup moins négatif que le reste. C'est en fait l'électrode qui va faire converger
le faisceau vers un point sur l'écran, c'est ce qui permet de faire la finesse, hein, est à une valeur beaucoup trop négative par rapport à ce qu'elle devrait être. Donc, et comme c'est un fil qui va directement ici, le problème va se retrouver sur la carte d'alimentation, c'est-à-dire sur ce truc assez fourni. Donc on va essayer de voir un peu en gros le fonctionnement. On va déjà regarder les trucs simples et c'est en fait dans cette zone là. Voilà la partie haute tension ici. Alors étonnamment il n'y a pas de multiplicateur de tension sur ce truc là. En fait on a une mise en série de plusieurs enroulements avec des diodes en série qui vont directement à un système ici. Donc il n'y a pas de multiplicateur de tension, c'est juste un transfo avec beaucoup de bobinage, beaucoup de tours, et au-dessus, l'alimentation du filament, 6,3 volts, et une tension supplémentaire qui permet de faire les décalages entre les électrodes, ici 31 volts. On retrouve cette tension de 30 volts sur le schéma entre les deux électrodes, entre la cathode et le filament, je crois, quelque chose comme ça. On la retrouve ici. En fait, ce sont des petites tensions qui sont superposées à la haute tension générale. Manifestement ici il règne quelque part il y a quelque chose qui sert à faire remonter la tension de l'électrode de focalisation pour la faire remonter vers moins 1800, moins 1600 dans ces eaux là, c'est dans cette zone là. Alors on va essayer de regarder de plus près et essayer de voir si on ne peut pas trouver un problème et voir un peu comment ça marche à ce niveau là. Ok. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par déjà faire quelques tests préliminaires simples, en regardant un peu plus près le schéma. Alors, que je reprenne ça, voilà, pour bien voir. Voilà. Alors, notre problème, c'est que la borne ici, qui descend, donc c'est ce truc-là qui descend, qui va au transistor, est à une tension de 1930 volts. Ce qui est beaucoup trop bas par rapport aux 1800 qu'on cherchera à avoir, une centaine de volts en dessous. Donc cette tension-là, ici, est régie par un pont diviseur là, entre la masse et une tension ici qui est de moins 1950. Elle est indiquée ici, moins 1950. Cette tension d'ailleurs qu'on retrouve ici, qui est sur le connecteur, on l'a mesurée tout à l'heure, elle est correcte, 1950 volts à 1 ou 2 volts près. Elle est légèrement en dessous, tout simplement, probablement parce que la sonde, elle a une résistance interne et elle baisse un petit peu les valeurs mesurées parce que ça charge quand même un peu les alimentations qui ne sont pas censées débiter de courant du tout. Il faut bien voir que ce ne sont que des électrodes électrostatiques, donc il n'y a pas de courant qui circule dans ce style de câble. Donc, bon, il est possible effectivement que la sonde baisse un petit peu les tensions, mais bon, néanmoins, ici, on est quand même à une tension inférieure à celle-là, donc à cette tension-là, et par contre elle est beaucoup trop inférieure par rapport à ce qu'on voudrait ici. Donc ce qu'on peut faire déjà, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème là? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer cette tension-là et on va faire varier le potentiomètre de focus, voir si ça bouge, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire par exemple si ça ne bouge pas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce circuit, alors ça veut dire que simplement la partie, la masse ici est en l'air. Hein, et donc on a un lien direct avec cette tension de 1950 volts. Néanmoins, dans ce cas-là, on n'aurait pas 1930, on aurait 1950, parce qu'il n'y a pas de pont diviseur. Donc, a priori, si cette partie-là donne une tension supérieure à moins 1950, c'est-à-dire que quand même, il y a quand même quelque chose qui se fait. Si problème il y a quand même, c'est pas un circuit ouvert, quoi. C'est pas possible. Donc, alors, est-ce que ce serait le potentiomètre qui serait mal positionné? On va vérifier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger ce potentiomètre-là et on va voir si la tension ici varie. Donc, ici, j'ai rebranché le voltmètre là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais me mettre comme d'habitude sur la broche qui va bien, donc la broche qui est un potentiel trop, on va dire trop bas, hein. Donc là on voit bien en dessous, et ce que je vais faire, c'est que je vais varier la résistance qui est le bloc blanc là. Ici, le bloc blanc ici, c'est la résistance qui correspond à la variation de tension à ce niveau là. Donc ce que je vais faire, c'est que on va l'allumer, voilà. Donc ici je suis bien à moins 1930,
qui est la valeur qu'on a vue qui est trop basse. Donc là, j'ai tourné le potentiomètre. Et là, absolument rien ne se passe. J'ai beau tourner le potentiomètre, il ne se passe absolument rien. On peut voir sur le truc. Donc le potentiomètre est absolument sans effet sur la tension à cet endroit-là. Alors ça c'est intéressant, parce que si le potentiomètre n'a aucun effet là-dessus, c'est que cette tension-là, elle n'est pas issue du pont. C'est-à-dire que le pont est incapable de changer quoi que ce soit à partir. C'est pas à partir de cette tension-là que ça s'est construit. Donc, alors, on pourrait dire, oui, la capa, elle fait un court-circuit, par exemple ici. Ouais, mais là, on sera 1950, pas 1930. Et puis, avec la résistance autour, on devrait avoir quelque chose qui varie. Mais là, ça ne varie pas d'un poil. Donc, ça veut dire que cette tension-là ne vient pas de cette zone-là. Mais alors, d'où pourrait venir? Le seul endroit où ça part, c'est ce transistor-là. Ce transistor, bon, le collecteur émetteur, bon, ça revient en 1950, donc ça voudrait dire quoi? Qu'il y ait une chute de tension ici, indépendante, qui ne bouge pas avec ça, et voilà, qui serait simplement en parallèle de ça, mais qui imposerait. Mais c'est pas évident, parce que ici on a quand même des résistances là, ici on a des résistances qui viendraient se passer au-dessus, c'est-à-dire que la tension imposée par le pont diviseur ici, quand même, devrait influer un petit peu quelque part quelque chose, parce qu'il y aurait une contribution de ça avec cette partie-là. Et c'est peu probable qu'il y ait un court-circuit comme ça. Par contre, ce que je vois, c'est que ce transistor-là, il est relié à cette ligne BLV. Alors le BLV, on l'a aussi sur ce truc-là, c'est le BLV, je pense, c'est le blanking, non, c'est le blanking vertical. Alors, je suppose que c'est une des broches qui va ici, qui va au circuit ici. Alors ce BLV, lui, il va à cette circuiterie-là, mais le focus, donc cette ligne qui est trop basse là, elle va directement à l'électrode, elle n'a aucun lien avec. Il n'y a absolument aucun lien sur la ligne du tube entre les deux. Donc, ici, je l'envers. Donc ici, on a 1930 volts et cette ligne BLV, elle est à 1930 volts aussi. On l'a mesuré tout à l'heure. Et on se retrouve avec cette ligne-là qui se retrouve au même potentiel que cette ligne-là, indépendamment de ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas le transistor, est-ce que la jonction basse collecteur ne serait pas cassée, ne serait pas en court-circuit et forcerait ce potentiel-là? Eh bien, si de toute façon le transistor est cramé, c'est un court-circuit. En général, c'est ce qui se passe. C'est le bloc de silicium est devenu un bloc conducteur. Des fois, ça se met en circuit ouvert parce que bon, il y a un échauffement et une rupture de contact, mais en général, c'est plutôt le contraire qui se passe. Alors, ce qui voudrait dire que ici, entre ce point-là et le point ici, on aurait une résistance qui serait l'équivalent de la résistance de base, par exemple. Et ça, c'est facile à mesurer. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un voltmètre, même que ça, et je vais mesurer la résistance. Alors là, je vais essayer de passer ça comme ça, de sorte que ça se voit. Voilà, on va mesurer la résistance entre... Alors, bien entendu, on va débrancher le captateur. Si on va manipuler comme ça sans tension, on débranche tout. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer la résistance entre cette tension qui est trop basse donc du réglage de focus, de la ligne de focus, avec cette ligne BLV. Alors cette ligne BLV, on peut la choper sur le connecteur qui est directement ici. En fait, c'est la broche. Ici, elle est notée broche 1 et notre broche qui nous intéresse, qui est en panne, c'est la 2. Et côté ici, là, on retrouve ce connecteur, sauf qu'ici, c'est 6 et 5. En fait, ce sont les deux extrémités ici. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'il faut regarder ici. Donc là, je suis bien en ohmmètre court-circuit, voilà. Donc, si je mesure entre cette broche BLV et la broche qui est en panne, là, on se retrouve avec une résistance de 6 kΩ et demi. 6 kΩ et demi.
ce qui est incroyablement faible par rapport, on va dire, à toutes ces résistances qui traînent là-dedans, qui sont des résistances de 1 mégaume, 10 mégaumes, 750K, etc. Une résistance de 6K5, déjà, entre cette ligne-là, celle qui nous intéresse, et la ligne PLV, il y a une résistance de 6 kΩ5. Déjà, pourtant, la résistance de base ici est de 75K. En plus, il n'y a aucune raison qu'il y ait un contact entre celles-là. Il n'y a pas de contact entre ces deux lignes-là côté tube cathodique. Par contre, ici, c'est juste une alimentation avec en plus une diode ici qui. C'est pas vraiment à ce niveau-là qu'il va y avoir un contact. Le seul contact que je verrais, ce serait un contact via le transistor qui a sauté et la résistance avec. Je verrais un contact ici qui fait que cette tension-là est maintenue à la tension HLV, quel que soit le réglage, vu la résistance très faible qu'il y a. On pourrait penser que le condensateur ici est foireux et en court-circuit, mais lui il va à moins 1950, donc c'est pas trop ça. Puis c'est pas, puis on n'aurait pas un court-circuit franc vers cette ligne-là. Donc moi, je pencherais pour ce transistor-là qui a sauté et qui fournit un court-circuit carrément et probablement la résistance avec elle qui a sauté en passant et qui s'est mis à une valeur bizarre ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être un loup. Alors, pour aller voir ça, le seul moyen, c'est de démonter, démonter la plaque ici, démonter cette plaque-là, parce que ces composants-là sont en dessous. C'est une plaque, alors c'est marrant parce que c'est pas courant, c'est une simple face, sauf qu'il y a des composants des deux côtés. Donc il y a du CMS de l'autre côté, donc on peut le voir sur les implantations. Alors ça c'est côté soudure. On a tout un lot de composants et on a le fameux transistor qui nous intéresse, c'est le T1006, c'est cette zone là. Il y a le transistor et puis les résistances qui sont autour. Alors peut-être que ici il y a un système quelque part. Alors 6 kΩ6, c'est 6 kΩ5, c'est extrêmement faible. Alors peut-être qu'il y aurait éventuellement une diode qui traînerait, mais une diode entre ça et cette partie-là, je ne vois pas. Parce que bon, ici on a que les résistances élevées. Et donc il n'y a aucun lien entre ça et cette ligne-là. Donc ça voudrait dire, en plus si le transistor était bon, il serait totalement ouvert. Hein, avec en plus une résistance 75K en série. Moi, au voltmètre, à l'ohmmètre, j'arrive à mesurer une résistance entre ça et ça qui est très faible. Donc à mon avis, ici, il y a un Spunz qui s'est passé qui est endommagé. Donc on va démonter la carte et on va aller analyser ça de plus près. Ok, bon, après cette battue pour démonter ce truc, hein, c'est pas très pratique, j'aime pas ce style de nappe qui s'insère dans des connecteurs, en fait ce sont des connecteurs qui se défont lorsqu'on appuie dessus. Hein. Faut pas tirer sur les nappes comme ça pour essayer de les enlever parce que là on risque de tout casser. Faut appuyer sur le connecteur pour le désolidariser. Il y avait même un connecteur, il manquait le capot, enfin bon, ça a été déjà rebricolé ce truc, hein, mais bon. Donc après on va enlever ça, enlever toute la partie mécanique des potentiomètres ici, l'interrupteur qu'il y a là. On va s'intéresser à cette zone là, ici, c'est celle-là qui nous intéresse. Alors sur le schéma, c'est en fait la zone avec ce transistor là, cette ligne là qui est à moins 1930 au lieu d'être un potentiel supérieur, et la ligne ici qui semblerait être celle qu'on retrouve là. Donc on va étudier cette zone là. Alors, c'est pas évident de zoomer. On va regarder un petit peu, ouais, ça va. On va regarder un petit peu la zone qui nous intéresse, parce que déjà, il y a quelque chose de particulier. Alors, le transistor, c'est du SOT ici. La base, qui est la borne en haut, alors il y a deux bornes en haut, c'est la borne de droite. La base rejoint la piste qui est là, qui descend ici, qui va directement au connecteur. Alors, si on regarde le schéma, ici, si on regarde le schéma, que voilà, la base ici, il y a une résistance ici qui après va directement au connecteur. Première branche du connecteur là, ici. Mais cette résistance là n'est pas sur le circuit. Mais c'est pas qu'elle a été oubliée, c'est qu'il n'y a même pas d'emplacement pour. Alors bon, ça c'est manifestement, bon c'est le AMEC, bon c'est ici c'est le HM
HM303 tout court. L'appareil que j'ai, c'est le HM303-4. Alors, ça va être une des révisions avec des variantes qui ont été faites. Donc, sur ce cas-là, je n'ai pas cette résistance. Ce qui fait que si le transistor est endommagé avec des résistances faibles d'une manière intrinsèque, c'est normal que je n'ai pas une mesure qui fasse au moins les 75K qui sont indiqués sur cette résistance-là. Et c'est pour ça que, évidemment, je mesure que 6K5 à peu près. Bon, déjà, il y a moins de mystère, quoi. Donc, comme cette résistance-là n'est pas dessus, bon, ça tombe, le transistor, lui, se comporte comme une résistance assez faible. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer ce transistor-là avec un ohmmètre ou disons un multimètre. On va faire les deux méthodes habituelles. Donc, je vais reculer un peu. Je vais mettre un multimètre ici. Voilà. Alors, il y a deux méthodes pour voir sur le circuit même si un transistor est endommagé ou pas. Hein, ce ne sont pas des méthodes fiables absolument 100%, mais il y a quand même des grosses probabilités que ce soit problématique. Alors moi, je vais utiliser d'abord l'ohmmètre. Alors l'ohmmètre, bon, la valeur absolue, ça va être difficile parce que le transistor est inséré dans un circuit, donc il y a tout ce qui est autour qui va jouer. L'ohmmètre ici a une tension, fournit une tension de mesure, hein, donc on peut la mesurer avec un autre multimètre pour voir. Par exemple, là j'ai un multimètre ici, on va voir si je mets l'ohmmètre de l'un ici, la tension de mesure est de l'ordre de 0,6 volts, voilà, à peu près. Donc on est à la limite de mettre en route des jonctions PN. Ici c'est un peu élevé, c'est mieux d'avoir des multimètres avec des tensions de mesure beaucoup plus faibles, comme ça ne met pas en route des jonctions, ce qui permet de voir si un transistor en fait est claqué ou pas. Parce qu'un transistor claqué en général c'est un court-circuit. Donc au voltmètre, enfin l'ohmmètre, il va avoir une mesure de résistance faible, quel que soit le sens de mesure. Donc ici je vais prendre le transistor, on va commencer par mesurer la jonction base collecteur. Alors base collecteur, j'ai le schéma à côté, je regarde, c'est 1 et 3. Donc la base, c'est la broche qui est en haut à droite. Et le collecteur, c'est la broche du bas. Donc ici, j'ai 6 kΩ 3. C'était en fait ce que j'avais mesuré précédemment, parce qu'on se retrouvait en fait à mesurer cette jonction-là, hein, sur le schéma. Et si je le fais dans l'autre sens, si je mesure à l'envers, j'ai 4 kΩ 9. Donc c'est asymétrique. Bon, alors c'est vachement faible, c'est très faible, parce que normalement sur un transistor normal, on va avoir, disons, une résistance dans un sample et on va avoir un circuit ouvert dans l'autre. Et vu le peu de composants qui est autour du transistor, il a quand même une résistance passante qui est vachement faible. Je suspecte très fortement qu'ils sont endommagés sur cette jonction-là. Hein. Alors que normalement la différence devrait être vachement plus marquée lorsqu'on mesure. Alors maintenant j'ai mesuré la jonction base émetteur qui est en fait entre 1 et 2, donc ce sont les deux broches du haut du transistor. Donc si je mesure dans un sens, c'est pas évident de... Voilà. J'ai 11 ohm 7. Ah ouais, bah là déjà c'est extrêmement faible. Et si je mesure dans l'autre sens, pareil. Bon, manifestement la jonction base émetteur est morte. Avoir des si faibles résistances sans aucun changement selon le sens de polarité, c'est que la jonction base émetteur est morte. Donc, quasiment certain, ce transistor est claqué, et c'est lui qui, par sa faible résistance interne, force la tension à se retrouver trop basse. Hein. Et je pense qu'il est claqué des deux côtés, bien que la jonction collecteur base ait peut-être moins souffert, ou disons, non, en interne, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais disons que si on regarde maintenant de plus près le schéma, ici, ce transistor-là, donc qui me semble claqué, déjà la jonction base émetteur, c'est quasiment un court-circuit. Donc cette tension ici, qui est cette fameuse tension de moins 1930 volts qu'on retrouve justement d'une manière fixe sur cette sortie, en fait, on se retrouve, alors ici, cette tension-là, bon, ici, la résistance de base n'existe même pas, on a un court-circuit, et en fait, on a juste deux résistances de 1 mégaume entre cette ligne-là et la ligne moins 1950. Bon, c'est comme si rien n'était, c'est pas... ça va rien faire. Par contre, sur l'autre jonction, qui elle semble moins claquée, mais semble quand même suspecte, j'ai quelques kiloohms qui viennent
se greffer directement entre cette alimentation-là et cette partie-là. Sachant que tout le reste ici, on est dans des valeurs de plusieurs mégohms. Ici, on a 10 mégohms. On n'a que des très fortes valeurs. La résistance de quelques kiloohms qu'il y a au niveau du transistor est vue quasiment comme un court-circuit par rapport au reste. C'est pour ça que ici, on aura beau trifouiller là, il n'y a rien qui va bouger parce que c'est lui qui va fortement imposer cette tension ici, simplement parce que c'est une résistance très faible qui vient de cette alimentation-là. Donc, vu l'état du transistor, c'est sûr que c'est normal qu'on ait ce résultat. Donc, je suppose très fortement que ce transistor est claqué. Les tensions ne sont pas anormales, sinon autour. Donc, à mon avis, c'est un transistor qui est utilisé proche de sa limite. Hein, donc, voilà, il ne doit pas durer une éternité à fonctionner. Donc, voilà. Alors, le problème, c'est que c'est un modèle très haute tension. BF822, alors c'est un transistor SOT, donc CMS. Il est donné pour, alors si je reprends le datasheet, il est donné pour 300 volts, tension collecteur base et émetteur base 300 volts. Celui-là c'est 250 volts pour ce modèle, sinon il y a le BF820 qui est à 300 volts. Donc c'est un truc haute tension mais faible courant, donc c'est quand même relativement délicat, c'est tout petit. Bon, va falloir que j'essaye d'en trouver pour remplacer donc ce transistor là, et puis après il restera plus qu'en remettre un, et je ne pense pas qu'il ait été détruit par une raison extérieure parce que toutes les tensions autour semblent correctes, hein, et comme il est tout seul entre cette ligne à moins 1950 et la ligne à moins 1930, il n'y a rien d'autre qui a pu le mettre à mal. Toutes les tensions autour sont bonnes, quoi. Donc je pense que simplement ils sont utilisés à la limite et ils sont très très légèrement justes pour cette utilisation. Ou alors il a pu avoir, je sais pas moi, il a peut-être été pété par une tension globale trop forte, parce que bon, c'est quand même le problème de ces trucs là, c'est que le 220 volts, alors ici c'est, je pense, ça a l'air d'être une alimentation à découpage de ce côté-là, vu qu'on voit un MOSFET de commutation. Bon, je suppose que c'est à peu près régulé, mais c'est pas évident parce que je ne vois pas de lien entre la sortie et l'entrée. Donc je sais pas si il y a ici l'optocoupleur qu'on a vu, il doit y avoir une ligne, un truc qui permet de faire une contre-réaction quelque part. C'est possible qu'il y ait une contre-réaction entre les deux. Mais bon, on ne sait jamais, quelque chose qui est mis un petit peu trop à la limite, et puis avec le temps, ça pète. Donc on va essayer de trouver un transistor, le changer, puis on va voir ce qui se passe. Donc voilà, on a reçu les transistors de rechange, des BF822. Donc ce sont des transistors haute tension, ici 200 volts, quelque chose comme ça, du CMS. Hein. Donc ici, bon, j'ai remplacé celui qui était défectueux, hein, il l'était bien, hein, et il était bien cramé. Donc j'ai remonté ça. Hein, je ne vais pas faire encore une vidéo là-dessus. Donc j'ai remplacé, j'ai remonté l'alimentation. Alors sur ce genre d'appareil, vraiment, les connecteurs c'est vraiment merdique. Ce sont des câbles qui viennent s'en ficher dans des espèces de réceptacles. Les contacts sont pourris. Enfin c'est vraiment merdique. Il faut bien faire attention lorsqu'on a remis les câbles dedans, de bien vérifier la continuité du truc. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le brancher. On va voir ce qui se passe. Donc là, il s'allume, hein, normalement. Donc, hop. Ok, donc là maintenant, voilà ce qu'on a. Ici, on a deux points qui ne bougent pas. Manifestement, alors on n'est pas en mode XY, hein, non, il y a le point qui est là. Amplificateurs horizontaux fonctionnent, amplificateurs verticaux, ça fonctionne aussi, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Malheureusement, en mode standard, il n'y a pas de balayage. On a bien les deux canaux, pas de souci, sauf qu'il n'y a pas de balayage. Et quel que soit l'emplacement dans la base de temps, il n'y a que dalle. Alors là, manifestement, la base de temps a un souci. Elle ne fonctionne pas non plus. Donc là, après la première panne, la deuxième. Et bon, au moins, on se retrouve au moins avec des traces, hein, avec donc le focus qui fonctionne, etc. L'intensité aussi. Donc il y aura probablement quelques réglages à faire à ce niveau-là, derrière, mais bon, au moins on retrouve les tensions qui conviennent
au niveau YouTube. Malheureusement, la base de temps a l'air de ne pas fonctionner. Alors on va beau tout faire tout ce qu'on veut sur le réglage, ça ne fonctionne pas. C'est pas un problème de trigger, de gâchette, c'est un problème de base de temps. Ici, ça ne bouge pas. J'ai beau mettre n'importe quelle valeur, ça fait n'importe quoi. Surtout, ça ne fait rien du tout. Donc, on va passer à la deuxième panne. Celle qui suit, on va regarder un peu la base de temps et on va essayer de regarder un peu où est-ce que c'est, comment diagnostiquer un peu ça avec le manuel de service qu'on peut retrouver sur le net. Bon, on va regarder ça d'un peu plus près. Bien, donc là, j'ai le manuel de service de l'appareil. C'est très pratique, avec les schémas et avec l'implantation sur le circuit. C'est déjà plutôt mieux que rien parce que souvent on n'a même rien du tout pour faire ça. Alors ce qui nous intéresse, c'est le sweep generator ici. C'est le schéma et le circuit qui contient cette partie. Alors ce circuit contient le reste, contient probablement le système de trigger, etc. au-dessus. Et tout ce qui nous intéresse, c'est le sweep a priori. C'est toute la partie qui est dans ce coin-là. Et voilà le schéma. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre dans le bon sens. Voilà. Donc ça, c'est globalement, c'est le sweep. Alors bon, ça a l'air un peu compliqué comme ça, a priori, mais en fait, déjà, le schéma, il est déjà contient deux parties qui sont répétées. Il y a cette partie-là, qui est la base de temps en elle-même, et cette partie-là qui correspond à l'équivalent, mais pour le hold-off. Le hold-off, c'est simplement une fonction qui rajoute un délai après la base de temps, avant que la base de temps fasse revenir le faisceau au début. Hein, ça permet de voir des détails sur un signal qui serait plus long que la durée de la base de temps. Mais bon, ça reste deux systèmes qui fournissent un délai, dont le premier, lui, va simplement piloter on va dire le spot, et le deuxième va attendre un peu après, lorsque le spot a terminé de balayer, d'attendre avant de revenir au début. Alors, une base de temps, c'est simple. Le principe est vachement simple. Ici, il y a plein de composants pour pouvoir régler et être précis, mais une base de temps, c'est avant tout une tension qui monte d'une manière linéaire sur une durée donnée et cette tension est ramenée à zéro au bout d'un certain temps. Alors pour atteindre une tension linéaire sur un temps donné, le plus simple c'est de charger un condensateur avec une source de courant. La tension au bord du condensateur va monter de manière linéaire. Donc c'est exactement ça qui se passe ici. Alors où sont ces condensateurs? Et ils sont, je vais zoomer ici, en fait ils sont là. Il y a celui-là et celui-là. En fait, ils sont utilisés selon les calibres. On en a un plus petit que l'autre. Selon les calibres, selon la lenteur du balayage, on utilise l'un ou l'autre. Alors, côté hold-off, il y a exactement la même chose. Il y a celui-là et celui-là. Le hold-off utilise exactement le même principe, sauf qu'il est simplifié par rapport à l'autre, parce qu'il n'a pas besoin d'une précision colossale, c'est juste un délai de positionnement. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir une précision colossale. La base de temps, elle, est beaucoup plus importante parce qu'elle, elle nécessite d'être précise. Donc là, les condensateurs sont de meilleure qualité. Ce sont sur le circuit des polypropylènes, quelque chose comme ça, de précision. Et c'est eux qui vont être chargés. En fait, c'est quoi toute cette partie-là? Si je recule un peu, en fait, cette partie d'en haut, ce ne sont que des générateurs de courant. Et ici, on a le sélecteur de position de balayage sur le devant de l'appareil. Ici, il n'y a que 7 interrupteurs, mais en fait, c'est des combinaisons entre elles qui sont faites. Et ici, on a 4 lignes, SR1, 2, 5 et 10, qui correspondent à 4 parties, et on a ces deux lignes-là qui sélectionnent en bas un condensateur ou l'autre. Et c'est la combinaison de ces parties-là qui font toutes les possibilités. Il y en a, je ne sais plus combien, une vingtaine sur le devant. Et on a, question hold-off, exactement le même genre de truc. Ils utilisent exactement les mêmes lignes, parce que le hold-off, sa durée est liée quand même à la durée de la base de temps de l'autre côté. Hein. Ils vont de concert, l'un et l'autre est lié, ils sont liés entre eux sur les durées. Donc pour ça, ils fonctionnent sur les mêmes lignes, et avec des délais différents en fonction de... Alors ici, on a 4 sections qui ont des valeurs différentes, qui vont être sélectionnées l'une ou l'autre. Ici, on a des ampli-op qui permettent de piloter ce courant qui va descendre et charger les capas, avec ici des réglages le plus précis. Ça, ce sont deux réglages internes à la machine pour calibrer la base de temps. Ça, c'est le bouton qui a au milieu du gros bouton devant qui permet de faire varier d'une manière linéaire la base de temps à une valeur intermédiaire, on va dire. Ça permet de zoomer sur des zones ou des choses comme ça.
Et l'ampli-hop, lui, il permet d'attaquer toute cette partie réglage directement sur le courant qui est généré. Alors, il permet de piloter en haut en fournissant une tension variable, et il permet aussi d'avoir un buffer qui va aller charger les condensateurs. Hein. Ça suit cette ligne-là, et ça va charger ces condensateurs. Ces transistors ici, eux, sont fixes, sont à des positionnements fixes, donc ça permet soit de limiter le courant ou avoir quelque chose de particulier à ce niveau-là, mais ils auraient très bien pu être mis directement à la masse. Bon, je pense qu'ici, il doit y avoir des protections, des limitations. Bon, quoi qu'il en soit, ils sont chargés ici. Et quand on arrive au bout, en fait, ici, il y a un transistor, là, qui va court-circuiter ces condensateurs pour les décharger d'un coup, pour faire revenir le faisceau carrément au début. Et ça, c'est piloté par une ligne qui vient ici de la carte ou d'une autre ligne ailleurs, qui est en général soit les triggers ou des choses comme ça, qui viennent remettre à zéro. Et on a la même chose ici. Hein. On a ici ce transistor-là qui vient décharger les condensateurs ici, et c'est piloté, cette ligne-là est pilotée par là, par cette ligne-là. Donc on a deux pilotages ici. Donc, nous, la panne, qu'est-ce qu'elle a? La panne, c'est qu'il n'y a rien qui bouge. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les condensateurs ne sont pas chargés. Ils ne sont pas chargés. Il n'y a rien qui bouge, ça veut dire qu'il n'y a pas de courant qui les charge. Il y a zéro courant. Donc ça veut dire que bon, cette partie-là, a priori, il n'y a pas de raison qu'elles soient en panne. Par contre, ça veut dire qu'il n'y a aucun courant qui vient les charger. Ou alors ce transistor-là est en court-circuit permanent. Donc ça, c'est une chose à voir. Mais on va commencer déjà par les données qui sont fournies par le schéma. Malheureusement, ces schémas sont peu documentés. Il y a très peu de valeurs. Si on regarde bien, il y a, par des tensions d'alimentation ici ou là, ici, on a juste une tension ici, qu'on aurait pu deviner vu qu'en fait on a juste un pont diviseur là. On a juste une tension de sortie ici, finalement qu'on aurait aussi pu deviner, c'est simplement parce qu'ici on a 6 volts 5. Donc ici on doit avoir 6 volts 5, et comme ici on a une chute de tension d'une jonction qui est de l'ordre de 0,5-0,6 volts, bon, on a 0,6 volts en moins, donc 6 à 6. Donc à la limite, ces valeurs-là, on aurait pu les deviner très facilement, mais elles sont là. Donc on va pouvoir aller déjà vérifier si là on est bon. La panne pourrait venir de cette zone-là, sauf que bon, on a 4 zones. Donc si une de ces zones-là était en panne, en fait, on aurait le problème sur quelques positions et pas sur toutes. Là, sur toutes les positions, ça ne bouge pas. Ça pourrait être ça, ce transistor-là, qui n'est pas qui est cassé, éventuellement. Ou alors, ça peut être l'ampli-hop qui ne fonctionne plus, ou ce transistor-là qui ne fonctionne plus. Je ne vois que ça, ou les deux ampli-hop, enfin c'est un seul double ici. Alors, ici on peut facilement vérifier ça, hein. On peut vérifier qu'on a bien ici 6 volts, la moitié, ici 6 volts 5, et puis éventuellement, si tout va bien, aller voir si ici on a quelque chose qui est cohérent, c'est-à-dire ici 0,6 volts entre base et émetteur, voir s'il y a une tension au banc de la résistance, ce qui veut dire qu'il y a un courant qui circule, enfin quelques trucs comme ça, quoi. Mais déjà on peut aller vérifier si les tensions, au moins à ces points-là, ainsi que les alimentations évidemment, voir si tout va bien, et après aller un petit peu plus loin sur ces composants-là, histoire de voir si tout va bien. Il y a de grandes chances pour que ce soit par ici, parce qu'il n'y a rien qui bouge, quoi. Et ce qui bouge, ça vient vraiment des condensateurs, là. C'est là que ça se passe, c'est la charge de ça qui va faire bouger le spot. Donc si ça ne bouge pas, c'est qu'il n'y a aucun courant qui circule. Donc on va aller vérifier ça. Et puis on revient sur le schéma pour voir et analyser, voir qu'est-ce qu'il faut changer et qu'est-ce qui se passe. Bien, donc on va essayer de mesurer un petit peu les quelques tensions qui sont documentées. Toute la partie base de temps est réduite à cette portion du circuit. On la reconnaît parce que ici on retrouve quelques condensateurs de haute qualité, probablement des polypropylènes ou des trucs comme ça, de haute précision. Hein, et en fait, comme une base de temps doit être précise, et on utilise des condensateurs à faible perte et à grande précision. En fait, on crée les dents de scie simplement en chargeant des condensateurs connus avec des courants constants. Et dans ce cas, la tension au bord du condensateur est linéaire. Et à un moment donné, lorsqu'on dépasse un certain seuil, on court-circuite le condensateur, il se décharge instantanément et le rayon repart à l'origine. Donc,
toute cette partie-là est, on va dire, alimentée déjà en plus ou moins 12 volts. Donc ce qu'on peut déjà faire, c'est vérifier les tensions d'alimentation. Alors là, il y a l'ampli op qui est dans ce circuit-là, mais lui, il n'est pas alimenté en moins 12 volts. Il est alimenté en plus et plus 12, 0 volts. Hein, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher dans un autre ampli op qui est derrière. Ici, il y a un ampli op là, c'est un tel 82 ou quelque chose comme ça. On va aller déjà voir si on a bien les plus ou moins 12 volts prévus. Donc, ici, je vais aller chercher le plus 12 volts. Ouais, c'est bon, on a 11,86. Et en face, là-bas, je dois avoir le moins 12. Ouais, très bien. Donc, l'alimentation fonctionne, hein, ce qui est déjà ça. Ensuite, je peux vérifier au niveau de l'ampli op de la base de temps. Normalement, on devrait avoir le plus 12 derrière, là-bas. Faut que je me méfie de ne pas toucher autour. Donc là, on a 12 volts. Très bien. Puis l'autre, il doit être à la masse. Bon, lui, là, il sera à 0, évidemment. Donc si je vais chercher la broche, on a 0. Très bien. Donc, sur le plan... Alors, je ne sais pas si on verra la caméra. Sur le plan, on doit théoriquement avoir 6 volts et demi ici, qui est sur la borne 3 de cet ampli op. Ok, comme on a vu. Donc, je vais aller mesurer sur la broche. Pardon, c'est pas borne 3, c'est la borne 5. Pardon. Borne 5. Donc, borne 5, c'est 1, 4, 5, borne 5. C'est celui-là. On a 11,2 volts. Ah, ça, c'est pas normal. On devrait avoir 6 volts et demi d'après le plan. Et d'ailleurs, si on regarde le plan, évidemment, c'est très très curieux d'avoir quelque chose d'aussi élevé. Donc manifestement, il y a un problème à ce niveau-là. Alors, on va aller voir un peu sur le plan de plus près, qu'est-ce qui pourrait causer une tension plus élevée que prévu à cet endroit-là, en regardant un peu la topologie de ce qui est autour. Donc, on a trouvé que la tension ici est de l'ordre de 12 volts, ce qui est totalement anormal, évidemment. Alors c'est d'autant plus anormal que ici on a un pont diviseur à la masse. Donc ici c'est quand même incroyable de se retrouver avec quelque chose qui est proche de la tension d'en haut, sachant qu'on a quasiment la même chose de chaque côté. Ça veut dire qu'une seule et unique chose, c'est que l'entrée de l'ampli op est court-circuitée vers le haut, vers le rail d'alimentation. En fait il est alimenté ici, c'est-à-dire que en fait cette entrée-là est quasiment en court-circuit ou en lien direct avec le rail supérieur. Ce qui veut tout simplement dire que l'ampli op est mort. Ça, de toute façon, il n'y a pas de secret, l'ampli op est mort. Alors, on va regarder un peu cet ampli op, ce que c'est. Ici, bon, j'ai récupéré les données. Alors, c'est un ampli op CMOS. Donc, avec très peu de courant d'entrée, avec une très très grande impédance d'entrée, un peu de bruit. Après, au niveau caractéristique, il est franchement tout à fait banal. Surtout que c'est la version TLC272 qui a un offset d'entrée qui est relativement grand, 10 millivolts. Donc ici, on est surtout sur un ampli op qui n'a pas de courant d'entrée et qui est, on va dire, un peu universel, quoi. Hein, bon. Alors le problème, c'est que j'ai pas ça en stock pour ça. Donc ce que j'ai trouvé en réserve, c'est sur un TL82. Alors ça c'est du JFET, c'est pas du MOSFET, c'est du JFET, mais disons les courants d'entrée sont très faibles. L'offset, alors on va comparer un petit peu parce que ça c'est important, parce que ce sont des choses, ce sont des données qui viennent influer la précision. Donc ici l'offset est environ de 5 millivolts à 15 maximum, l'autre c'est 10 maximum. Bon, l'offset est un peu meilleur sur ce truc là, mais ça ressemble un peu. Après, il y a des choses, les courants d'entrée, courants d'offset. Ici, ça va en gros 25 à maximum 200. Là, on est à offset. Là, on est à 7 et environ 300. Bon, on est dans les mêmes ordres de grandeur, même s'il y a quelques différences quand même. Le slew rate est supérieur au tel 82 et le bruit est à peu près du même ordre. 25 nanovolts par racine de hertz. Ici, j'ai pas les données aussi bas, mais si c'est là. 25 nanovolts racine de hertz. Slew rate ici de l'ordre de 3. Ici le slew rate est de l'ordre de 13. Donc il est plus rapide. Bon,
tel 82 pourrait convenir. Et j'ai aussi LF357. Alors LF357, lui, il a la même impédance d'entrée. Slow rate plus grand encore. Hein. Un bruit 2 fois plus faible. Et des offsets. Alors après les offsets, c'est 3, maximum 10. Ouais, mais on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. Il y a juste les courants d'offset qui sont un peu supérieurs. Donc, a priori, on pourrait remplacer par ces deux circuits, F357 tel 82. De toute façon, ils ont exactement le même brochage. Hein. C'est vraiment des ampli-op standards au niveau brochage pour des doubles. Des doubles en boîtier 8 broches, hein, standard dual inline. Donc lui c'est pareil, l'F357 c'est pareil. Et lui, il a exactement les mêmes types de brochage symétriques comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, a priori, lui étant cramé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement le remplacer. On va remplacer ce truc-là par un autre ampli-op, et puis on va voir ce qui se passe. Après, si ça ne fonctionne toujours pas, déjà on va mesurer, on verra si ça reste à 6,5 ou s'il y a quelque chose d'autre qui les fait cramer, ce qui est possible. Et éventuellement, mais si ça ne marche pas, on va pouvoir analyser ces transistors-là, ici, voir si eux-mêmes ne sont pas en court-circuit ou ne sont pas... Mais après réflexion, ce serait difficile parce que soit ils sont en circuit ouvert, auquel il n'y a pas de problème, soit il est en circuit fermé et auquel cas il y aura un courant permanent et il y aurait un balayage qui se fait, mais d'une manière totalement aléatoire. Mais ici, manifestement, bon, on va quand même les vérifier. Mais bon, déjà on va déjà remplacer ça. On va voir si ça résout le problème. Et puis, allez, c'est parti. Ok, donc voilà a priori le coupable ici. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ici des TEL 82. J'ai déjà essayé avec des TEL 82 pour voir. Je dois avoir un LF 356 ici qui traîne. On va essayer avec ça. Donc l'avantage ici, c'est que tout est monté déjà sur support. Ça c'est vraiment pratique parce que ça permet d'éviter d'aller démonter cette plaque. Alors là, bonjour la galère. Parce que là, démonter ça, faut enlever tous les interrupteurs, faut enlever tout ça, tous les commutateurs, et c'est ça vraiment là, on rentrerait vraiment dans la galère. Et ça arrive, hein, ça arrive souvent ça, hein, surtout chez Tektronix ou des gens comme ça. Alors vache, pour démonter le truc. Donc, je vais mettre un TL82. Voilà, c'est les seuls que j'ai, c'est les versions céramiques militaires. Bon, tant pis, on va mettre ça. Faut bien vérifier que on est bien sûr dans le bon sens et qu'il n'y ait pas de patte qui dépasse du support. Donc voilà. Donc voilà le truc qui est thermi. Alors, ce qui peut, le voici. Donc ben, on va déjà voir ce que ça donne ça. On va voir un peu la tête que ça tire. Donc je vais retourner ça. Je vais essayer de le pencher. Voir ce que ça donne. Reculer un peu. Voilà. J'espère qu'on peut voir quelque chose. On va voir. Et ben voilà. Alors on a les deux. Et ben voilà, le balayage est revenu. Donc c'était bien lui qui était en tort. Hein. Voilà, moi ça m'a l'air bon ça. Donc les traces fonctionnent en haut en bas. On va regarder, on va mettre un signal juste pour voir. Là j'ai un générateur BF ici. On va prendre ça. C'est le générateur BF qui est là. On va se mettre sur un canal, on va voir ça. Hop. Alors, on va se mettre déjà à 1 kHz, on va voir ça. Alors, 1 kHz, c'est parti. Ah ben voilà. Donc on va essayer de triguer là-dessus. On va prendre canal 1, voilà, hop. Fonctionne. Alors là, on est à 0,2 millisecondes par division, donc 1 kHz, on devrait avoir 5 divisions. C'est 1, 2, 3, 4, 5, pile poil. Et pile poil, en plus, on est vraiment bien réglé, là, en plus.
On va regarder dans les calibres un peu plus loin. On va se mettre à 1 MHz, juste pour voir. Hop. 1 MHz. Voilà. Oh, le signal est super propre. Là, je suis à quoi là? Je suis à 0,5 microsecondes par division. Donc évidemment, ouais, évidemment, une période de division. Nickel. Alors, la tension de sortie que j'ai, c'est quoi? Juste pour voir. En amplitude ici, je suis à 5 volts crête. 5 volts crête. Donc, ici... Ah oui. Alors là, je suis au minimum. Faut que je me mette dans les réglages corrects. Hein. Là, je suis à 1 volt. On va se mettre à... Voilà. Bon ben oui, on a une division, on passe à 2 volts, on a 2,5. On a 2 divisions et demie. Bon ben on est pile poil. On est pile poil. Donc là on a exactement la... Alors si je me mets en x5, alors on a 5 divisions. Nickel. Nickel. Bon, tout va bien alors. Et on marche. Donc un simple TL82 fait que ça fonctionne. Hein. Bon ben voilà. Bon ben ça ouais, qui est fait. Ce style d'appareil qui est réparé a priori. Je pourrais le renvoyer. Voilà. Donc ça c'était bon un exemple de réparation d'appareils de ce genre. Bon ça ce sont des pannes plutôt simples, plutôt faciles à localiser. Ça peut être beaucoup plus tordu. Ça peut être beaucoup plus difficile d'accès. Le pire des pannes, c'est les trucs où on ne peut pas essayer avant d'avoir tout remonté et on ne peut pas régler et mesurer facilement. Ça, c'est le problème, surtout dans les oscilloscopes. Alors ça, c'est vraiment terrible quand tout est mis pour pouvoir être utilisé. Mais bon, là, bon, c'est un oscilloscope relativement simple. Il y a assez peu de choses dedans. Donc, il faut se méfier des hautes tensions et tout ça. Mais là, bon, on avait à la fois un souci de haute tension là-bas et un souci d'ampli-op qui a sauté. Alors je sais pas si les deux sont liés ou pas, mais disons que bon, lui il était bien mort, et puis derrière il y avait un transistor qui avait sauté en passant. Alors une surtension, un truc comme ça, on sait jamais, on ne sait pas. Alors le souci sur cet appareil là, c'est vraiment l'alimentation qui est... On va tourner là. L'alimentation ici qui est vraiment difficile d'accès parce que le circuit n'est pas accessible d'en dessous. On est obligé de tout démonter pour essayer et remonter tout pour pouvoir le brancher. Voilà, typiquement le truc pas pratique. On ne peut pas essayer au fur et à mesure, on est obligé de tout remettre, brancher, voir, repartir, etc. Ça devient un peu pénible à ce niveau-là. Mais sinon, ben voilà. Alors le truc, les trucs qui sont vraiment pénibles avec cet appareil aussi, c'est ce style, je sais pas s'il va faire, ce style de connecteur. Ça c'est vraiment de la merde. Hein. En fait c'est un câble nappe qui vient se mettre dans des lames qui retiennent, c'est des genres de lames qui retiennent le fil, sur lequel on peut pas tirer. Une fois que c'est mis, on est obligé d'appuyer sur la partie blanche ici pour libérer le câble. Et ça, c'est vraiment la merde, c'est un nid à faux contact, c'est saloperie. Et il est possible qu'un simple faux contact ait pu mettre à mal les circuits, parce qu'il suffit qu'il y ait un câble qui ne soit pas branché, une alimentation qui ne soit pas branchée, on peut avoir un seul rail qui alimente le tout, et on peut avoir des composants qui sautent à cause de ça. Et certains composants détestent ce genre de situation. Mais là, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais bon, a priori, il remarche. Hein, c'est un de ces vieux oscilloscopes qu'on peut trouver pour pas trop cher dans le commerce. En fait, c'est des trucs qui coûtent trop cher à être réparés normalement. Il faut bien voir ça. C'est pas très intéressant, mais bon, là, c'était vraiment pour la vidéo d'une réparation d'un oscilloscope. Voilà. Donc, ben voilà, un truc qui finit bien. J'ai plus qu'à le remballer et à le rendre à son propriétaire.